Et le voir être empereur à Rome était un métier à très haut risque. La moitié d'entre eux vont périr de mort violente. Comment vivait un empereur romain? Quel était son rôle, ses pouvoirs? Pour le comprendre, direction le palais de l'empereur Commode, qui régna de l'an 180 à l'an 192, dans l'intimité d'un empereur. Six coups de couteau, et pour finir, une noyade. C'est le 10e assassinat commis dans le palais impérial depuis l'avènement de l'empereur Commode. La victime, Flavius, 42 ans, sénateur. Il fait partie des sénateurs comme celui-ci, en opposition avec la manière de gouverner de l'empereur. Les enquêteurs privilégient la piste d'un crime politique et tous les soupçons se portent sur l'empereur Commode. Commode, c'est lui, le 17e empereur de Rome. Les historiens de l'époque le décrivent comme un homme d'une cruauté féroce, réputé pour ses excès de violence, sa paresse et ses penchants pour la débauche. Commode passe le plus clair de son temps à mesurer sa force avec celle des gladiateurs. Et quand il n'est pas dans l'arène, il est au temple, où il voue un culte démesuré au dieu Hercule, dont il pense être la réincarnation sur Terre. Alors, quel peut être le mobile du crime pour cet empereur qui a déjà tous les pouvoirs? La légitime défense? Car empereur, c'est un métier à haut risque. En 5 siècles, sur 115 empereurs romains, 54 ont été tués à l'arme blanche, 5 se sont suicidés, 2 ont été empoisonnés et 1 a même été enterré vivant. À Rome, tous les coups sont permis pour prendre ou garder le pouvoir. La trahison est partout et les complots contre l'empereur, qu'on appelle César, sont incessants. Tuer César. César est gardé. Il y a beaucoup de gens qui l'entourent. Comment ferons-nous? La lame de ce couteau est enduite d'un poison mortel. Sur la face où est gravé un serpent. Tranche un fruit avec, une pomme. Offre la moitié empoisonnée à César et mange toi-même l'autre moitié. Cela peut se faire devant 100 témoins. Personne ne sera soupçonné. Si l'empereur est sans cesse menacé, c'est qu'il a dans ses mains un pouvoir absolu. Il commande l'armée et l'administration. Mais face à lui, il y a le Sénat, le Conseil de Rome. Son pouvoir n'a cessé de diminuer sous l'Empire. Et cela, des sénateurs comme Flavius ne l'ont jamais supporté. Alors il complote. Car à Rome, l'assassinat est un acte politique courant. Comme il n'y a pas d'élection, quand on veut changer d'empereur, on l'assassine. Pour garder le pouvoir, il faut donc être proche du Sénat, mais aussi de l'armée et de la plèbe, c'est-à-dire du peuple. Pour plaire à la plèbe, on lui offre du pain et des jeux, c'est-à-dire des distributions gratuites ou presque gratuites de blé. On lui montre des animaux exotiques. La première girafe, c'était une réussite sur le plan politique. Retour sur les lieux du crime, le palais. Une femme était là au moment du meurtre, Lucilia, la sœur de l'empereur. Je suis venue pour t'apprendre ce que tes amis n'osent pas te dire. Tu pousses... Elle pense avoir vu son frère Commode. Qu'as-tu à me reprocher? Le mal que tu fais maintenant. Mais même elle ne peut rien contre le premier personnage de l'État. Laisse-moi te rappeler, ma chère sœur, qu'on ne peut plus commander à ton petit frère ni le ridiculiser. Tu sembles oublier que je suis César. Je fais ce que je veux. Et c'est vrai, même si l'empereur est coupable, on ne peut rien contre lui. Il existe pourtant une justice à Rome, et les crimes sont jugés au tribunal. Mais l'empereur dispose du droit de majesté. Il fait ce qu'il veut, et il ne peut pas être jugé. Les comploteurs, eux, par contre, risquent la peine de mort pour atteinte à la sûreté de l'État. Et s'ils sont sénateurs, ils sont le plus souvent priés par l'empereur de se suicider quand il ne les assassine pas lui-même. Voilà pourquoi tout accuse Commode du meurtre de Flavius. Pourtant, Commode ne sera jamais mis en cause officiellement. Mais au palais, les tentatives de meurtre contre sa personne se succèdent. Tout cela n'empêche pas Commode de continuer à s'amuser et à s'entraîner avec les gladiateurs, ce qui exaspère de plus en plus les sénateurs et les soldats. Imaginez le gouvernement d'une superpuissance qui passerait, si les Américains son temps à jouer au baseball,
trouvait que c'est la tâche normale d'un gouvernant. Commode passait son temps dans l'amphithéâtre, il se prenait pour Hercule. Il avait peut-être mieux à faire, non? C'est toujours le problème de l'image, et il est éliminé parce que nous dirions aujourd'hui, ça commence à bien faire. Alors, pendant que Commode s'exhibe au combat dans les plus hautes sphères de l'État, on prépare déjà sa succession. Normalement, on peut succéder à l'empereur si l'on fait partie de la famille impériale. Mais quand le dauphin désigné ne plaît pas à l'armée, elle en choisit un autre. Victorinus, quel que soit celui qui en sortira vivant, tu détiens le pouvoir maintenant. Tu as l'armée. Fais-moi empereur, et je te donnerai 1 million en pièces d'or. 2 millions, réfléchis, 2 millions en or. Si aujourd'hui nous allons entrer en période électorale, si l'on faisait cela à la romaine, vous devriez voir des candidats qui vous offrent l'un une piscine, l'autre un stade. Il est bien évident que dans les démocraties occidentales, on crierait au scandale. Or, à Rome, c'était tout à fait normal. Finalement, c'est la maîtresse de Commode, découvrant que son amant l'a placé sur la liste de ses prochaines victimes, qui le fera assassiner. Après 12 ans de règne, Commode, comme la moitié des empereurs romains, va donc périr de mort violente. Il sera étranglé dans son bain par un esclave. Et c'est d'ailleurs cet empereur Commode qui est décrit dans le film Gladiator. Nous sommes de retour dans le triclinium, la salle à manger romaine que vous voyez autour de nous. Jean-Noël Robert, vous êtes, je le rappelle, historien, spécialiste des mentalités, des comportements à Rome. J'aimerais qu'on parle justement de cette grande ville qui à l'époque fait 1 million d'habitants. Est-ce qu'il y a, comme aujourd'hui dans beaucoup de nos villes contemporaines, de l'insécurité à Rome? De l'insécurité, et beaucoup plus qu'aujourd'hui dans nos villes, effectivement. Cette insécurité, elle est partout et elle est pour tous. Elle est aussi bien pour les hommes politiques, on l'a vu dans le sujet, et ceci sous la République comme sous l'Empire. Elle est aussi pour les simples citoyens, parce que la rue est pleine de mendiants, de SDF, de miséreux qui ne vont pas hésiter à détrousser le passant pour obtenir quelques pièces ou de quoi manger. Il y en a aux portes de Rome même qui raquettent sur la grande Via Appia qui quitte la ville, qui raquettent tous les voyageurs qui passent par là. C'est donc extrêmement dangereux. Il y a donc des SDF à Rome? Il y a beaucoup de SDF à Rome, on ne peut pas évidemment en apprécier le nombre, mais ce sont tous ceux qui n'ont pas les moyens de vivre, les loyers coûtent cher, ils n'ont pas les moyens de se loger. Et il y a des pauvres à Rome, mais il y a aussi des miséreux, il faut distinguer pauvreté et misère. C'est souvent tragique, ils vivent sous les portiques, ils dorment dans les caves, ils dorment devant les portes, un petit peu comme on en voit dans nos villes aujourd'hui. Ces pauvres, ces miséreux, ce sont des chômeurs? Ce ne sont pas des chômeurs au sens propre, puisqu'il faut distinguer à Rome les citoyens et les esclaves. Toute l'économie marche grâce aux esclaves. Par conséquent, ce sont des hommes qui, par exemple, sont d'anciens petits paysans pauvres, qui ont dû quitter la campagne pour 1000 raisons, et qui sont là, qui n'ont rien, n'ont pas les moyens de se loger. Ils ne peuvent pas gagner leur vie, donc ils vivent de mendicité, et souvent ils meurent dans la rue. Vous dites il faut distinguer les citoyens et les esclaves qui travaillent. Ça veut dire que les citoyens romains, eux, ne travaillent pas? Le citoyen romain ne travaille pas. Il est considéré depuis la République comme déshonorant de travailler. Donc c'est réservé exclusivement aux esclaves et aux affranchis, bien entendu. Et vous prenez, je ne sais pas moi, les grands médecins, les architectes et les avocats, ce sont des citoyens ou ce sont des esclaves? Ce sont des esclaves. Toujours des esclaves. C'est-à-dire que pour un citoyen, il y a quelques petits citoyens qui vont faire quelques petits travaux d'ouvriers, mais toujours de basse besogne, parce qu'ils veulent quand même vivre, et tant pis pour leur dignité. Mais le citoyen fait de la politique, il est magistrat, il est avocat, il peut être propriétaire terrien, parce que ça c'est noble, la terre c'est ce qui lui confère la noblesse, mais toutes les professions sont assurées depuis celui qui laboure la terre ou qui lave par terre, jusqu'au médecin, jusqu'à l'architecte, aux professeurs d'université, les premiers à être payés au début de l'Empire par le régime, sont des esclaves ou des affranchis.
On va revenir aux citoyens romains. Vous parliez des propriétaires terriens. Ce sont eux les riches à Rome? Alors, ce sont eux les riches, oui, d'abord, mais pas seulement, parce que la richesse terrienne est évidemment très, très noble, mais il y a tous ceux qui se lancent dans les affaires et qui n'avaient d'ailleurs pas le droit sous la République de faire de la politique, parce que c'était moins noble, mais qui font du commerce, par exemple. Et par exemple, les armateurs qui vont faire du commerce à l'autre bout de la Méditerranée, qui peuvent gagner énormément. Évidemment, de temps en temps, c'est la ruine du jour au lendemain parce que les bateaux ont sombré ou qu'il y a des pirates, mais enfin, souvent, ce sont des moyens d'enrichissement considérables. Alors, c'est vrai que Rome tire une grande part de sa richesse du commerce, et notamment du commerce du vin. Un exemple, lorsque les Romains commencent à vendre du vin aux Gaulois, celui-ci l'apprécie tellement qu'une amphore de vin s'échange couramment contre un esclave. Le vin, c'était vraiment l'or rouge des Romains. Comment le produisait-il? Comment son commerce était-il organisé? Quel goût d'ailleurs avait ce vin, ou plutôt ces vins? Tout de suite, les maîtres du vin.